Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Commençons par une question. Vrai ou faux? L'anxiété et le stress sont une seule et même chose. On va y répondre avec le risque. Alors, quand on parle de stress, c'est que la personne peut vivre un danger réel ou potentiel. Le cerveau demande une réaction du corps qui peut être la fuite ou l'affrontement face au potentiel danger perçu par la personne. Les réactions physiques possibles sont la sécrétion d'adrénaline, l'augmentation du rythme cardiaque, la tension musculaire, la respiration rapide et autre chose. Ensuite, on va parler. Le stress nous pousse à rester en alerte et être plus vigilants sans nous paralyser, ce qui peut nous pousser à nous dépasser. La fonction première du stress est de trouver des stratégies d'adaptation à des situations de danger réel, de crise ou de nouveauté. Le stress peut être bon ou mauvais, tout dépendant de comment la personne le perçoit. Exemple, on va dire le mariage. Pour certaines personnes, ça va être bon. Pour d'autres, ça va être un stress mauvais. Un nouveau travail, un nouveau-né ou une nouvelle relation amoureuse. Alors, ici, je vais vous parler un peu plus du stress. Dans le fond, comment ils l'ont euh, ils l'ont décrit. Le stress, c'est du ciné. Alors, des études scientifiques ont permis aux chercheurs d'identifier 4 éléments qui, lorsqu'ils sont présentés dans une situation, suscitent une réponse de stress chez toute personne, et ce, peu importe son sexe, son âge ou le travail. Cependant, la perception du stress est un processus scientifique à chacun. Alors, de plus, une situation ne doit pas nécessairement comporter les quatre caractéristiques à la fois pour induire une réponse de stress. Mais si une situation en contient 4, évidemment, cela va augmenter une plus grande réponse de stress que celle qui n'en contient qu'une seule. Alors, on va commencer avec le C. C pour contrôle. La personne doit avoir l'impression qu'elle n'a pas le contrôle sur la situation à laquelle elle fait face. Exemple, être pris dans un embouteillage. Bon, un matin, je suis partie, il était 7 heures, je commence à travailler à 8 heures. Habituellement, tout va bien, j'arrive à l'heure et tout. Mais ce matin, dans le fond, il y a de la neige, puis il y a des accidents. Donc, je suis pris dans l'embouteillage et je vais arriver en retard, dans le fond, à mon travail. Après ça, on va parler de I pour imprévisibilité. La situation en question doit être inattendue pour la personne. Exemple, la visite surprise qui débarque, mais vous n'avez pas eu le temps de le faire, le ménage. N pour nouveauté. La situation elle doit être nouvelle pour la personne. Exemple, un nouvel emploi, un nouveau-né, euh, comme, comme ça. Et E pour ego. La situation doit être menaçante pour l'ego de la personne. Nos compétences sont remises en doute, on se sent menacé par rapport aux autres. Exemple, une entrevue. Bon, si on parle exemple d'une entrevue, c'est que on sent qu'on a bien répondu aux questions puis tout, puis que finalement, ben, on n'est pas pris. Fait que l'ego peut être, on peut sentir comme si l'ego était menacé parce que je comprends pas pourquoi ils m'ont pas pris, pourtant ça s'est bien passé. Puis des fois, c'est pas les réponses qu'on a données ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y avait besoin de quelque chose d'autre. L'anxiété. Si on parle de l'anxiété, dans le fond, c'est l'anxiété et un stress créé pour anticiper les dangers futurs. Ces situations créées par la personne sont reliées souvent à son imagination. Exemple, j'ai déjà vu à la télévision un avion s'écraser. Je ne veux pas prendre l'avion parce que si je la prends, je vais m'écraser. Par la suite, l'anxiété est ressentie comme un stress, mais nous paralyse. Les pensées anxiogènes nous envahissent et toutes nos forces sont concentrées sur cette pensée parfois irrationnelle. Comme si on prend encore l'exemple avec l'avion, le nombre de pourcentages, exemple, que l'avion s'écrase quand je suis dedans est très minime. Fait que c'est un peu irrationnel de penser, exemple, que l'avion va s'écraser parce que je suis dedans. Là, ici, on va parler de la peur. Parce que, veux pas, quand on parle d'anxiété ou de stress, c'est une peur. Donc,
l'émotion reliée à l'anxiété ou le stress est la peur. Il ne faut surtout pas minimiser les sentiments que la personne vit. Exemple, ben non, c'est dans ta tête, ça n'arrivera jamais, etc. Pour la personne, cela est réel et inquiétant. Chaque personne réagit différemment à des situations similaires. Il faut confirmer à la personne qu'on comprend ce qu'elle nous exprime et lui démontrer de l'empathie. Donc, il y a 3 types de réactions possibles face à l'anxiété ou le stress. On va aller voir les 3. On va commencer par la fuite. C'est dans le fond l'évitement. L'évitement est un mécanisme de défense le plus utilisé quand on parle de stress ou d'anxiété. Le refus ou l'opposition. L'enfant évite des situations ou les tâches parce qu'il y a une crainte qu'il n'a pas nommée. L'arrogance. L'enfant peut rire dans la face de la personne qui le chicane pour protéger son ego ou cacher sa détresse. Il peut faire le clown dans certaines situations qui est une réaction au stress. Après ça, on va parler de l'agitation. L'enfant peut bouger sans arrêt, parler ou être agité. L'agitation a tendance à calmer le stress. La stimulation sensorielle et vestibulaire apaise l'angoisse. Balancer, tordre un objet ou etc. Être dans la lune. L'enfant va se créer une bulle et s'évader dans son monde pour échapper au stress. Attirer l'attention. Les enfants trop stimulés peuvent vivre de l'angoisse s'ils sont seuls ou sans rien à faire. Dans le fond, ça, c'est, on parle, tu sais, je parle des enfants, mais ça peut être autant aussi avec les adultes. Ici, on va parler de l'attaque. Dans le fond, c'est quand que, exemple, on est devant un ours, on, on va soit prendre la fuite, soit se figer ou soit aller l'attaquer. Crise et agressivité. Quand l'enfant ne peut pas éviter une situation anxiogène, l'enfant va s'opposer de façon plus agressive ou faire une crise. Cela ressemble beaucoup aux crises de colère. Cependant, cela est lié à une situation anxiogène. Tentative de contrôle, contrôler les autres et l'environnement. Cela est fréquent quand la personne anxieuse veut contrôler toute situation anxiogène. Tentative de déjouer l'adulte. L'enfant anxieux pourrait défier les règles ou intimider d'autres enfants pour se sentir plus fort et puissant. Le dernier, dans le fond, on peut parler aussi d'intimidation. Ensuite, se figer. Figer est un mécanisme de défense, cependant, il est plus rare ou il est plus présent quand l'anxiété est très forte. L'enfant qui vit une situation forte en émotion pourrait sembler absent, le regard fixe, ne plus bouger ou sembler sourd à ce qui se passe. La passivité excessive, l'enfant peut se replier sur lui-même, ne parle pas et ne joue pas. Il pourrait aussi pleurer et chercher la présence d'un adulte. Il pourrait aussi se contrôler toute la journée et exploser rendu à la maison. Je voulais vous parler aussi du courage. Le courage est ce qui nous aide à nous relever et à avancer malgré la peur, la souffrance, la fatigue, etc. Il faut nourrir le courage de nos enfants ainsi que le nôtre. La résilience est une forme de courage. Selon les situations, nous pouvons ressentir de l'anxiété, du stress ou de la peur. Cela est normal, mais ce qui nous aide à avancer face à ces situations est notre courage. Notre courage se renforce avec des outils d'adaptation que chacun de nous peut créer. Bon, ici, je vais vous parler un peu du cerveau pour que vous compreniez un peu mieux ces choses-là. Donc, on a le néocortex, le limbique et le reptilien. Dans le fond, on a 3 types de cerveau. On peut y aller, il y en a aussi qui vont dire qu'on a plus de parties que ça, mais on va y aller avec ces 3-là. Donc, à quoi servent les 3 parties du cerveau? On va les voir ici. Alors, quand on parle du cerveau reptilien, c'est l'instinct. C'est lui qui nous protège du danger, qui nous fait respirer, etc. Ce sont nos mécanismes qui sont intégrés depuis notre enfance, qu'on fait sans y penser. Alors, c'est ça pour le cerveau reptilien. Le cerveau limbique. Là, on parle ici des émotions et de la mémoire. C'est la partie du cerveau qui contrôle nos émotions, le sens olfactif et la mémoire. Cela sent la tarte aux pommes. Le souvenir de faire de la tarte aux pommes avec ma grand-mère me revient. Tout le monde, quand il sent une odeur particulière, va avoir un souvenir d'un moment soit heureux ou triste.
et le néocortex, raisonnement et réflexion. Il est responsable du langage, les capacités de planification, du jugement, de la pensée abstraite et la capacité à évaluer les conséquences de ses actions, etc. C'est la dernière partie du cerveau à se développer. Dans le fond, quand on parle, exemple, que le raisonnement des enfants va apparaître plus vers 4 ans, c'est que dans le fond, le néocortex n'est toujours pas développé. C'est pour ça qu'on parle de ça. Quand la personne vit une émotion trop intense, seulement 2 parties du cerveau fonctionnent. On parle ici du cerveau reptilien et limbique. Alors, un petit rappel, le reptilien, c'est l'instinct, puis le limbique, c'est dans le fond les émotions et la mémoire, sont utilisés par la personne. Le néocortex ne fonctionne pas parce que les 2 autres parties sont surchargées. Alors ici, on va parler du tableau en lien avec les âges, dans le fond, en lien avec les peurs. Ici, on voit de 0 à 5 ans en moyenne, les peurs ou l'anxiété que l'enfant peut avoir, qu'on dit normal, peut être des bruits forts, d'être surpris et des inconnus. Après ça, on va parler du noir, des monstres imaginaires, de l'anxiété de séparation. Quand on parle de 6 à 12 ans, en moyenne, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est plus peur des blessures et de la santé, peur des catastrophes naturelles, la mort et l'anxiété de performance. Puis de 13 à 17 ans, il y a toujours l'anxiété de performance aussi qu'on va voir, mais anxiété qui se rapporte à tout ce qui est relié au social et des performances. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous décrire un petit peu les types de peur. Ici, je vais parler de la peur du noir. Dans le fond, la peur du noir vient dès l'apparition de l'homme. La peur du noir est apparue. À cette époque, l'homme avait peur des bêtes qui étaient nocturnes et pouvait l'attaquer à tout moment durant la nuit. Malgré l'évolution humaine, cette peur reste pour encore beaucoup de personnes. Les bébés la ressentent dès qu'ils peuvent distinguer un peu le jour de la nuit. Alors, s'installe la peur de séparation. L'enfant de 2 ans a une imagination débordante. Cependant, quand vient la nuit, cette imagination peut être une cause reliée à la peur du noir. Il peut s'imaginer des monstres sous son lit ou toute autre chose. Quand on parle aussi de la peur du noir, dans le fond, c'est que vu qu'on ne peut pas voir dans le noir, on peut s'imaginer des choses pour les enfants. On connaît toutes les choses, mais la nuit, dans le fond, vu qu'on ne voit pas, on pourrait penser qu'il y a un monstre en dessous de notre lit. C'est très normal pour les enfants. Ensuite, l'anxiété de séparation. Bon, quand on parle d'anxiété de séparation, ça peut survenir à l'arrivée d'un traumatisme vécu par l'enfant. Le traumatisme peut être la mort d'un membre de la famille, d'un déménagement ou d'un changement d'école. L'enfant va avoir peur de ne plus revoir ses parents ou toute autre personne qui ont un lien d'attachement. Cela peut aller jusqu'à une altération complète du fonctionnement social, scolaire et d'autres environnements. Le bébé aussi, il va en vivre, dans le fond, de l'anxiété de séparation du moment que, exemple, qui est capable de distinguer. Si on part, dans le fond, exemple, on va, lui, dans le salon, nous, on va dans la cuisine préparer quelque chose, il pourrait avoir peur qu'on ne revienne pas. Fait que c'est pour ça aussi qu'on parle d'anxiété de séparation, mais ça peut se régler très bien à moins que l'enfant ait vécu un traumatisme. Ensuite, je vais vous parler du stress miroir. Le stress miroir est un stress ressenti par un enfant face à une autre personne qui est stressée. L'enfant est comme une éponge. Il peut ressentir tout ce qu'un adulte ressent. Une étude a prouvé que les vibrations d'une personne qui est stressée transmettent le stress à d'autres personnes qui ne sont pas en situation de stress. Fait que dans le fond, déjà adulte, on va le ressentir chez certaines personnes qui sont stressées. Exemple que l'étude, dans le fond, qu'est-ce qu'elle prouvait, c'est que il mettait une personne, il stressait la personne. Par la suite, l'autre personne qui ne vit pas de stress regardait la personne qui vivait du stress puis stressait, dans le fond, en même temps que la personne. Parce qu'elle s'imaginait, dans le fond, qu'est-ce que l'autre personne pouvait ressentir. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça un stress miroir. Bon, on va vous parler un peu de qu'est-ce que l'anxiété de performance selon vous.
Alors, l'anxiété de performance, quand on parle de ça, c'est l'anxiété de performance, c'est la peur d'échouer lors d'une situation où la personne doit performer ou ne pas être à la hauteur. La peur de ne plus être aimé ou reconnu à cause de l'échec. Il n'y a pas d'âge, de sexe ou de milieu pour l'anxiété de performance. La personne peut ressentir un malaise lorsqu'un examen ou d'autres choses apparaissent. Puis quand on parle de malaise, c'est physiquement qu'on parle. La personne perfectionniste est beaucoup touchée. Bon, quand on parle d'anxiété de performance chez les plus petits, l'enfant pourrait refuser de faire quelque chose s'il ne se sent pas à la hauteur ou a peur d'échouer. Il pourrait volontairement se mettre en échec pour pouvoir contrôler la situation. L'échec est sa décision. L'enfant se décourage vite parce que cela est trop difficile selon lui. Il peut se fâcher et abandonner. Il veut réussir et être bon partout. L'enfant perfectionniste, il ne va pas prendre son temps avant de faire quoi que ce soit de peur que ce ne soit pas parfait. L'estime de soi chez les enfants va jouer un grand rôle pour l'anxiété. Puis l'enfant est très compétitif. S'il ne gagne pas, il va mal réagir. Dans le fond, comme que je vous ai dit, tantôt quand on parlait de le stress est inné, dans le fond, tu sais, il y a 4 choses. Il y a le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego. Quand on parle, exemple, pour l'échec, c'est que si une de ces 4 choses-là pourrait altérer, dans le fond, pourrait le stresser, dans le fond, parce que, exemple, il n'y a pas le contrôle. Bon, ben, il va s'arranger pour avoir le contrôle en se mettant, dans le fond, à l'échec. Bon, ici, on va parler du cercle de l'anxiété. Dans le cercle de l'anxiété, il y a 3 choses qui apparaissent. C'est la pensée, les symptômes physiques et le comportement. Ça, on va appeler ça, dans le fond, le cercle vicieux un peu du stress. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Les pensées anxiogènes. Les pensées anxiogènes sont très souvent des situations qui vont se passer dans un futur proche ou lointain. La personne va voir certaines situations de façon très négative sans penser à ses propres ressources sur le moment. Chaque situation est interprétée différemment, mais on doit se souvenir que le danger est pour la personne, dans le fond, le danger est réel et l'on ne doit pas minimiser ce qu'elle ressent. Les symptômes physiques possibles, dans le fond, varient selon l'interprétation de la situation de danger de la personne. La personne peut avoir que des petits symptômes comme la respiration accélérée, mais aussi en avoir de plus gros comme des crises de panique. Notre corps ne fait pas la différence entre une vraie menace ou une fausse menace. Cependant, la personne doit prendre conscience de ses symptômes physiques et se poser des questions. Les comportements possibles, dans le fond, qui vont arriver avec les pensées anxiogènes, puis dans le fond, à la suite des pensées anxiogènes et des symptômes physiques, adoptera un comportement pour résoudre, pour reprendre son autocontrôle. La personne va adopter un comportement d'évitement. L'évitement peut être de changer la pensée présente pour d'autres pensées plus agréables ou encore éviter une situation qui laissera la personne ressentir une émotion désagréable. Quand le comportement d'évitement est utilisé pour prendre un peu de recul avec la situation présente, cela est bénéfique. Cependant, si le comportement d'évitement est omniprésent pour une situation précise, cela créera encore plus d'anxiété et ne fera qu'aggraver la situation. Et voilà. Puis là, les livres, dans le fond, que j'ai utilisés pour vous donner cette documentation-là, c'est Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits. Ici, c'était de l'anxiété, dans le fond, de Nancy Doyon, de la collection SOS Nancy. 10 questions sur l'anxiété chez les enfants et les adolescents. Dans le fond, c'est de l'édition Midi 30. Aidez votre enfant à maîtriser ses peurs. Le cabinet des émotions de l'édition Marabout. Là, je vais vous parler un peu des outils possibles qu'on peut utiliser, dans le fond, en lien avec le stress, l'anxiété et tout. Pour commencer, on va parler de la routine familiale. Dans le fond, on va parler de l'alimentation. L'enfant doit avoir une bonne alimentation considérant le nouveau guide alimentaire. L'alimentation joue un rôle important sur l'énergie durant la journée de l'enfant. Une alimentation saine permet à l'enfant d'être en santé physique. Prendre un repas en famille et discuter de la journée permet de passer un bon moment en famille. Préparer le repas avec l'enfant permet de passer un peu de temps de qualité.
Par la suite, on va parler aussi du sommeil. Durant l'école, il est important d'établir un horaire de sommeil stable en lien avec l'âge de l'enfant. Il faut fermer les écrans 1 heure avant d'aller dormir. La lecture avant d'aller dormir est un moyen de faire une transition vers le sommeil. Par la suite, quand on parle encore de routine familiale, hygiène corporelle, le temps du bain ou de la douche peut devenir un moment de relaxant pour l'enfant avant de se coucher. Puis quand je parle de routine familiale, oui, je parle de l'enfant, mais je parle aussi des parents. Ça, c'est toujours bon pour les deux. L'activité sportive. L'anxiété ou le stress utilise beaucoup de systèmes nerveux du corps, donc de l'activité physique est un bon moyen pour libérer les tensions et dépenser de l'énergie. Il n'est pas obligatoire de l'inscrire dans un sport d'équipe précisément. Juste aller faire du vélo ou jouer au ballon est suffisant. Et encore là, dans le fond, quand on parle d'activité sportive, c'est faire attention pour ne pas créer aussi de l'anxiété de performance. Par la suite, un autre, dans le fond, des outils qui est important, c'est l'écoute. Quand on parle d'écoute, on parle d'expression des émotions. Il faut permettre à l'enfant de s'exprimer ce qu'il ressent. Pour cela, il faut devenir un modèle. Je suis en colère quand tu lances des objets. Exemple. Nous pouvons aussi lui lire des histoires en lien avec les émotions ou encore lui montrer des images avec des différentes émotions. Ensuite, on va parler ici de protection. Il faut savoir doser le soutien offert aux enfants. Il ne faut pas minimiser les peurs, mais il ne faut pas leur donner trop d'ampleur non plus. Le juste milieu est toujours idéal. Il faut aider l'enfant à trouver des solutions par lui-même à l'occasion pour pouvoir lui en suggérer. Dans le fond, ici, on parle de protection. Je parle surtout, exemple, qu'il faut trouver un juste milieu entre, exemple, la surprotection, la protection, dans le fond, qu'on trouve dans le milieu, et le laisser-aller. C'est vraiment, dans le fond, de préférence, trouver juste une protection idéale. Reconnaître. Il faut aider son enfant à pouvoir reconnaître les sensations de son corps quand il ressent du stress ou de l'anxiété. Cela peut être une respiration accélérée sans effort physique, son cœur qui bat vite, la mâchoire qui devient crispée, une tension musculaire, les poings fermés ou une envie de vomir. Ici, dans le fond, reconnaître, c'est ça. C'est si vous observez votre enfant puis vous voyez que quand il vit une situation de stress ou d'anxiété, vous voyez, exemple, une respiration accélérée, dans le fond, ça serait du nommer pour pouvoir que par la suite, quand il voit que cette réaction physique-là arrive, dans le fond, il va pouvoir savoir c'est relié à quoi, puis pouvoir trouver des outils d'adaptation. La confiance en soi, il faut aider l'enfant à apprendre à se connaître et à vivre des expériences. Après ça, stratégie sur l'anxiété de performance. C'est laisser l'enfant s'amuser, ne lui mettez pas trop de pression. Évitez de faire à la place de l'enfant, de passer derrière lui pour que tout soit parfait. Il faut doser les compliments et valoriser de façon sincère et méritée. Bravo, tu as réussi, je suis fière de toi. Il ne faut pas valoriser seulement la réussite, valoriser les efforts fournis et surtout qu'il y a eu du plaisir à faire cela. Parce qu'à long terme, cela pourrait créer de l'anxiété de performance. Maman est seulement fière de toi quand je. Tu sais, dans le fond, la pensée qu'il pourrait avoir, c'est l'enfant va croire maman est seulement fière de moi quand je réussis. Si j'échoue, maman ne sera pas fière. Donc là, on parle encore de pression. Il faut accompagner son enfant dans l'échec aussi. Il faut démontrer que l'on comprend leur réaction et les écouter. Dans le fond, c'est quand on parle d'échec, on va vous parler, tu sais, exemple, vous pouvez souligner sa persévérance. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. C'est pas grave, la prochaine fois, il va réussir. Après ça, ici, on va, dans le fond, faire 3 petites choses, 3 petits bricolages qui peuvent aider avec, dans le fond, l'anxiété. Le premier bricolage est de dessiner un super-héros qui aidera l'enfant à se sentir en sécurité face à sa peur. Il doit lui donner un nom, expliquer son ou ses pouvoirs, par la suite le mettre dans une pochette et dire à l'enfant de l'accrocher dans sa chambre en haut de son lit. Cela va pouvoir lui permettre de se sentir protégé. Ça, dans le fond, vous allez le voir aussi dans les activités parents-enfants. Par la suite, le bricolage est de dessiner sa plus grande peur. Par la suite, dans le fond, il est de transformer sa peur en quelque chose de rigolo. Exemple,
la peur du loup, transformer le loup en clown. Ça aussi, on va le faire dans les activités par enfant. Le bricolage peut être de dessiner un corps et de demander à l'enfant de dessiner où est-ce que les symptômes de l'anxiété apparaissent et comment il les ressent. On peut faire un dessin ou sinon, dans le fond, vous pouvez prendre aussi un personnage, un bonhomme ou un toutou, puis dans le fond, lui demander de le montrer. Ici, on va parler aussi de changer les pensées anxiogènes en 4 étapes. Ça, pour changer les pensées anxiogènes en 4 étapes, dans le fond, on parle de l'enfant, oui, mais d'une certaine âge. Tu sais, on va faire plus les autres choses avant, dans le fond, de ce que je viens de vous parler dans les outils, avant d'arriver là. Parce qu'on va dire que cette étape-là, comme outil, on va aller plus vers les 4 ans et plus, parce que leur néocortex, dans le fond, il va être un peu plus développé, fait que ça va être plus facile de pouvoir arriver à cette étape-là. Donc, c'est faire comprendre à la personne qu'il est possible de faire changer sa perception des événements, mais sans l'obliger à accepter ce point de vue. Il faut aider l'enfant à changer son discours intérieur pour avoir une vision plus réaliste de ses pensées. La deuxième étape, c'est lui expliquer les 3 phases en lien avec l'anxiété pour qu'il puisse reconnaître ces changements quand ça se produit. À la suite de l'explication, lui demander que quand cela se produit, il peut se poser des questions intérieures comme qu'est-ce qui me fait peur en ce moment? Il se peut qu'il ait des pensées qui commencent par si, tout d'un coup que, peut-être que ou j'ai peur que, ainsi que des mots comme toujours ou jamais. Il faut alors lui expliquer que ce ne sont que des pensées et qu'il n'est pas ses pensées. Il faut lui laisser le temps de s'exprimer et au besoin reformuler la pensée ou la parole de la personne, dans le fond, de l'enfant. Troisième étape, dans le fond, aider la personne à nuancer ses pensées. Il n'y a pas juste du négatif, il peut y avoir du positif. Pour aider la personne, chaque pensée négative peut être changée en positif. Il est possible d'émettre un pourcentage que cela arrive comme un accident d'auto en mettant le nombre de fois que la personne a conduit par rapport au nombre de fois qu'elle a eu un accident. Il faut aider la personne à pouvoir nuancer ses pensées, pouvoir aider à être réaliste. Quatrième étape, les pensées anxiogènes sont les plus souvent des pensées futures. Il faut aider la personne à être dans le présent. Nous pouvons demander à la personne qu'est-ce que tu peux faire maintenant en lien avec cette pensée. Par la suite, demander à la personne de trouver des solutions à cette pensée, peu importe laquelle, sans jugement. Il faut faire avec la personne l'évaluation de toutes ces solutions, à savoir ce qui est possible et ce qui est plus difficile à réaliser. La personne devra choisir la meilleure solution selon elle et mettre la solution en place. Si cela ne fonctionne pas, recommencer tout le processus. Les 4 étapes aideront la personne à pouvoir se concentrer sur le moment présent et augmentera, dans le fond, sa confiance en soi. Donc, 3 petits livres que je vous suggère pour l'anxiété. Et ici, dans le fond, vous aviez la biographie de tous les liens qu'on a utilisés. Donc, je vais vous présenter les petits livres. Plus envie de rien, en lien avec le trouble d'anxiété généralisée, ce qu'on va parler aussi de TAG. Bien sûr, dans les activités par enfants, Claudia vous en présente un aussi, c'est le chat anxieux. Et ensuite, l'allégorie pour les petits et grands défis de la vie. Voici les 3 livres, dans le fond, que vous pourrez utiliser. Par la suite, dans le courriel que je vous envoie, vous allez avoir des petites pages que je vais vous montrer. Dans le fond, 7 conseils à viser pour aider un enfant à surmonter son anxiété. Je vais avoir celui-là. Ici, pour la respiration, dans le fond, pour aider à diminuer. Exercice du papillon. Puis, dans les activités parents-enfants aussi, vous allez en avoir une. Ensuite, ici, on parle de 4 techniques aussi de respiration. On a le carré, après ça, on a le 8, on a l'étoile et le triangle. Vous allez avoir ça. Et le dernier petit que vous allez avoir, 10 stratégies pour aider son tout petit à gérer son anxiété.
Donc, vous allez tout avoir ça dans vos documents que je vais vous envoyer. Alors, passez une belle journée et j'espère que toutes ces activités qu'on a préparées pour vous vous ont beaucoup aidé. Alors, bonne journée!